Je vous le disais à l'entame de cette édition que nous avons sur ce plateau comme invité du journal le président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, Ahmad Yacoub Dabio. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, merci Téléchat, merci à vous. Alors, quand est-ce qu'on peut parler de l'extrémisme? Vous savez, on a déjà, par expérience, découvert ce que c'est l'extrémisme, surtout au Tchad, à travers Boko Haram qui s'est implanté au lac Tchad. Il est vrai qu'au départ, il y avait une sorte de sympathie. Une partie de la population tchadienne avait une sympathie avec Boko Haram qui a pu s'installer à N'Djamena et commettre des attentats. Pour nous, au Tchad, c'est une première. On ne savait pas ce que c'est le terrorisme et surtout l'explosion, etc. Mais en juin 2015, si j'ai une bonne mémoire, le terrorisme a fait exploser en plein marché central et en plein Ramadan, où il y a eu de morts, de personnes âgées, des enfants, des femmes. Et là, à partir de ce moment, la population tchadienne et même celle qui avait une sorte de sympathie avec Boko Haram, a changé de vision et tous les peuples tchadiens étaient solidaires et a compris ce que c'est le terrorisme. À partir de ce moment, le terrorisme et surtout Boko Haram n'a pas pu commettre un acte terroriste, surtout des explosions dans une des villes tchadiennes. Donc on a déjà une expérience et c'est pourquoi c'est vrai que l'armée tchadienne a joué un rôle très important pour combattre l'extrémisme, non seulement au Tchad, mais en dehors du Tchad pour aider les pays voisins et même au-delà des pays voisins, au Mali, Burkina, etc., qui ne sont pas des pays voisins avec le Tchad. Mais l'option militaire, elle seule, ne peut pas éradiquer le terrorisme. Il faut de la prévention. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de la prévention au niveau de notre centre. Justement, qu'est-ce que vous faites concrètement au niveau de votre centre en termes de prévention? C'est très difficile de recenser toutes les activités en quelques minutes. Mais les plus importants. Mais les plus importants, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, nous avons des chercheurs au niveau du centre. On a environ 10 chercheurs au niveau du centre et qui font un travail d'étude, d'analyse, de recherche sur la prévention, la gestion des conflits. Et il y a une sorte d'alarme précoce. Je vous donne un exemple. Nous avons pressenti ce qui doit se passer au Soudan et nous avons proposé d'envoyer une caravane de paix, on l'a appelée caravane de paix, pour aller jusqu'à la ville de Djenena. Les autorités soudanaises et les autorités tchadiennes étaient d'accord, mais pour des raisons... C'était en janvier. En janvier, hier, un responsable soudanais m'a envoyé un message qu'il regrette vraiment que cette caravane ne peut pas partir. Il y a ce qu'on appelle des alarmes précoces, et nous l'avons. Qu'est-ce qu'on fait en dehors des études et des recherches? On publie des ouvrages, on publie une revue scientifique, on a une bibliothèque spécialisée sur la prévention, la gestion des conflits, et nous, le conflit sur lequel on se base, c'est les conflits, le terrorisme et les conflits inter- et intracommunautaires, les conflits fonciers, etc. Toutes sortes de conflits. J'avoue que, même si pour des raisons confidentielles, je ne dois pas parler de ça, nous sommes intervenus dans les conflits qui opposaient M. Yaedilo et M. Idriss Youssouf Boy. C'est vrai qu'on n'a pas réussi, mais on a quand même tenté parce qu'on a l'habitude au Tchad de dire « Ah, ça ne nous regarde pas, ça regarde la tribu, ça regarde l'ethnie, etc. » Au niveau du centre, on dit non. Ça doit nous regarder, on doit intervenir si on peut trouver des solutions. Donc tout ça, c'est de la prévention. Qu'est-ce qu'on fait encore? On organise des conférences débats, des tables rondes et en même temps, nous organisons des formations. On fait appel à des experts internes et externes. Chaque début de l'année, nous faisons appel à des experts externes où on leur paye les billets pour venir assurer la formation de 40 jeunes
dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits. C'est-à-dire que ces chercheurs, ces experts nous donnent la possibilité de détecter les indicateurs qui mènent vers l'extrémisme, qui mènent vers des conflits inter- et intracommunautaires, et ça nous permet de mettre à la disposition des autorités compétentes les résultats. On fait des sondages aussi, même si c'est un échantillon qui n'est pas assez représentatif, mais on fait quand même suffisamment représentatif. Oui, mais on fait quand même des sondages. Les derniers sondages qu'on a fait, c'était en avril dernier. Et nous ne concentrons pas nos activités qu'à N'Djamena, mais en dehors de N'Djamena, à Mundou, à Sar, à Béché, à Bol. Mais le problème de l'extrémisme, c'est un phénomène qui semble prendre de l'ampleur dans l'ensemble de la zone sahélienne et saharienne. Et je me rappelle même d'un projet au sein du G5 Sahel qui est consacré justement à la lutte contre l'extrémisme violent avec un volet et développement. Le président, l'ancien président Idriss Déby Itno insistait justement sur ce volet-là. Il disait que c'est le sous-développement explique en partie cet extrémisme. Alors, au niveau du centre, est-ce que vous avez des coopérations avec d'autres centres dans la zone sahélienne, saharienne? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, puisque vous nous dites que vous arrivez même à produire des choses qui se passent un peu dans les pays voisins, est-ce qu'avec les autres pays voisins, vous êtes en synergie? Oui, bien sûr. Nous, on est invités dans presque toutes les conférences en rapport avec le terrorisme et l'extrémisme et les conflits intracommunautaires. On sillonne les pays en Afrique et en dehors de l'Afrique, et on nous demande aussi de produire des analyses. Par exemple, en ce qui concerne le Soudan, on nous a demandé de faire une analyse et même de proposer d'issue de sortie pour... on l'a fait, même si la situation au Soudan elle est catastrophique, mais il ne faut pas oublier que les conséquences se voient dans les pays voisins et spécialement au Tchad où il y a beaucoup de réfugiés. On n'arrive pas à comptabiliser exactement le nombre de réfugiés parce qu'il y a environ 1300 km de frontières communes et on parle seulement de la frontière entre El Djenena et Adré, alors que c'est une frontière poreuse où les gens peuvent, et surtout les communautés qui vivent à cheval, peuvent faire des va-et-vient sans être comptabilisés par les organismes humanitaires. Et c'est pourquoi nous, on dit même, on estime le nombre à plus d'1 million de réfugiés soudanais qui sont rentrés au Tchad. Je reviens sur la question. Il semble, votre centre a le volet développement et prévention de l'extrémisme. Est-ce qu'il y a un lien? Bien sûr, parce que vous savez, nous avons fait une étude en envoyant une mission en 2019, entre septembre et octobre 2019, nous avons envoyé une mission au lac qui a séjourné pendant 1 mois avec 54 personnes à bord de 7 véhicules. Et cette mission est revenue avec une base de données importante, riche, de 16 000 pages que moi-même j'ai remis à la ministre de la Femme. Dans cette base de données, nous sommes surpris de voir que, par exemple, les gens n'ont pas de pièces d'identité. 97% de ces gens, ils sont environ 5 420 personnes, si j'ai une bonne mémoire. Plus de 97% n'ont pas de pièces d'identité. Et il n'y a que seulement 81 personnes qui ont le niveau de l'école primaire. Donc 41 femmes, pour la première fois, les femmes sont plus nombreuses, et 40 jeunes garçons. Et un seul bachelier. Donc cela explique que pendant un certain temps, l'administration n'existait pas dans cette région. C'est vrai qu'après la naissance de Boko Haram et les atrocités que ce terrorisme a commis dans cette région, que les administrations des 4 pays commencent à s'installer, mais d'une manière difficile, parce que les dégâts sont déjà énormes et il fallait procéder à sa réparation. L'objectif aussi, quand on parle de développement, nous, on a alerté les autorités compétentes pour travailler dans la réinsertion, la réhabilitation de ces désengagés. Et on a mis en place un projet de 24 volets, dont un volet de construction de 8000 logements dans cette région.
Alors, s'il faut faire un bilan dans la prévention de l'extrémisme, quel sera le vôtre? Vous savez, la prévention de l'extrémisme, malheureusement, dans la région du bassin du lac Tchad, et même au-delà, dans l'espace du G5 Sahel, ce n'est pas une priorité. Ça commence à être une priorité il y a 3-4 ans. Mais au départ, ce n'était pas une priorité. Et c'est une démarche très longue parce que des gens qui ont déjà pris des armes, ont commis des atrocités, ils ont les mains, excusez-moi, sales. Il faut les réhabiliter et faire de ces gens des personnes normales. Ce n'est pas une chose facile. Et même injecter de l'argent, hein, ce n'est pas une perte. Mais aujourd'hui, il y a un handicap par rapport à la réinsertion et la réhabilitation de ces gens. Pourquoi? Parce que, je parle au niveau du Tchad, il n'y a pas un statut juridique pour ces gens. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un statut juridique. Et sur quelle base les partenaires injectent de l'argent dès l'instant où il n'y a pas un statut juridique? Et le deuxième handicap, la loi américaine, parce que les Américains sont le gros bailleur, et la loi américaine ne permet pas, n'autorise pas à injecter $1 pour la réinsertion ou la réhabilitation de ces gens. Or, parmi ces gens, il y a 54% de femmes. Il y a 54% de femmes. Il y a plus de 120 et quelques 1223, je crois, enfants. Et ces gens, on ne les appelle pas des désengagés, mais on les appelle des désassociés. Ce sont des gens qui se sont retrouvés, malgré eux, dans des zones occupées par Boko Haram. Et là, ils ont eu la possibilité de se retirer de ces maquis. C'est pourquoi nous, on les appelle des désassociés. Et ces gens doivent être réhabilités. Est-ce qu'un plaidoyer est fait dans ce sens? Oui. Les plaidoyers, mais il y a un retour d'ascenseur qui est un peu timide. Sinon, il y a les plaidoyers. Moi, personnellement, j'ai pris contact avec les ministres pour lui parler de statut juridique qui est très important pour déclencher les processus de réhabilitation et de réinsertion de ces gens. Votre centre publie énormément. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez à votre actif plus d'une trentaine d'ouvrages, dont un que vous avez ici sur ce plateau, la gestion des conflits. Alors, dites-nous, comment ça se passe, la distribution, la production de ces ouvrages? Effectivement, aujourd'hui, nous avons à notre actif 32 ouvrages, parmi lesquels la gestion des conflits. C'est un ouvrage de 400 quelques pages. Et nous avons une bibliothèque spécialisée. Nous mettons à la disposition des chercheurs ces genres de publications et les chercheurs sont même associés à la rédaction, à la publication de ces ouvrages et on les distribue gratuitement. À titre d'exemple, la semaine dernière, nous avons envoyé un colis de 32 ouvrages au président de la République avec un courrier pour lui dire que le centre fait un travail aussi de recherche. Et je vous assure que le centre, c'est une structure apolitique et indépendante. Voilà, une structure apolitique et indépendante. Dites-vous qu'en face de vous se trouve une femme, parce que c'est elle qui éduque les enfants. S'il y a un message à lui dire par rapport à la lutte contre l'extrémisme, quel sera votre message? Je vous renvoie à une table ronde que nous avons organisée. C'était en juin dernier au CEFOT. Le sujet est le rôle de la femme dans la gestion et la prévention des conflits et la promotion des valeurs démocratiques. Et nous étions surpris de ce que la femme a présenté comme travail dans cette table ronde. Et c'est pourquoi j'ai dit que nous n'avons même pas besoin d'instruire la femme ou de l'orienter. La femme au Tchad, elle a pris sa place et elle joue un rôle formidable
Et là, il faut les découvrir. Et nous avons écrit aussi un ouvrage sur le rôle de la femme dans la prévention et la gestion des conflits. Et surtout, au niveau du centre, nous travaillons dans la promotion des valeurs démocratiques. Qui dit valeurs démocratiques, à l'intérieur, il y a tout. Le respect des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, la liberté d'expression, la démocratie, la justice, etc., etc. Et c'est pourquoi nous, on travaille beaucoup dans la promotion des valeurs démocratiques. Et surtout, avant de finir, parce que je vois que vous êtes prêts à conclure, nous donnons un salaire à une dizaine de personnes. Imaginez-vous, ces personnes prennent en charge plusieurs familles, donc c'est un plus aussi pour les pays. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Le sujet est vaste. Nous espérons vous retrouver prochainement pour en parler davantage. Je vous remercie et je remercie Téléchat.